Je vais essayer de faire vite d'abord parce que vous êtes tous fatigués et aussi pour donner un peu plus de temps à Hélène qui en aura besoin pour vous donner les recommandations. Alors j'ai cru comprendre que le choix du sujet don d'ovocytes et Turner avait été fait il y a près de 2 ans. Donc je suis très contente de pouvoir vous parler de ce sujet parce que depuis 2 ans, effectivement, beaucoup de choses se sont passées. Donc c'est un sujet, je dirais, brûlant d'actualité. Les rappels, ça va aller très vite puisque les oratrices précédentes en ont déjà parlé. Vous le savez, le Turner, c'est une affection chromosomique qui est liée à l'absence d'une partie ou de la totalité d'un chromosome X. 99% des cas conduisent à une létalité pendant la vie fœtale, ce qui va nous conduire à des fausses couches, à des morts in utero, et finalement la prévalence à la naissance, ça va être de 1 pour 2500 nouveau-nés de sexe féminin. Le karyotype va nous montrer classiquement un Turner homogène, X0 homogène, ou alors des mosaïques. La plus rare présence d'un chromosome Y avec nécessité d'ablation des gonades. Et puis, des cas d'anomalie de structure, comme ça a été dit, avec ici possibilité de retard mental. Le Turner, la considération de la population générale de ce syndrome de Turner a beaucoup évolué les dernières années. L'approche de l'affection n'est plus la même, sans doute parce que les parents de Turneriennes ont beaucoup travaillé, parce que les femmes elles-mêmes atteintes ont beaucoup travaillé, et parce que les médecins ont fait des progrès dans leurs connaissances. La première grande considération, c'est qu'il n'y a pas de retard mental. C'est-à-dire que la distribution de l'intelligence est la même que dans une population tout venant. Déjà, un point extrêmement important à préciser. Comme on l'a déjà dit, les Turneriennes peuvent maintenant mener une vie normale parce que le soutien psychologique est beaucoup plus présent, parce que le diagnostic est plus précoce et donc on va pouvoir les traiter par hormones de croissance, 20 ans, je crois avoir entendu. Et puis, parce que l'insuffisance ovarienne aussi est traitée, on donne des hormones, et puis, fort logiquement, on va traiter l'infertilité qui touche la plus grande partie de ces patientes. Je fais une toute petite parenthèse qui n'est pas l'objet du sujet d'aujourd'hui, mais enfin, qui m'interpelle quand même. Si ces femmes ont une possibilité de vie normale, on est quand même très étonné de voir que, lorsque le diagnostic est fait en anténatal, sans signe d'appel, c'est-à-dire lorsqu'on a fait une biopsie de trophoblaste ou une amniosynthèse pour autre chose, eh bien, il y a 35% d'interruption médicale de grossesse parce qu'un Turner a été découvert. Et si ce diagnostic a été fait parce qu'il y a un signe d'appel, soit échographique, soit un marqueur sérique, on a 67% d'interruption médicale de grossesse. Vous allez me dire d'où sortent ces chiffres ? De Strasbourg sur les 8 dernières années. Donc, ce n'est pas le sujet, mais bon, je trouve que ça méritait d'être dit. Ces femmes souhaitent mener une vie normale, donc fort légitimement, elles viennent nous voir pour démarrer une grossesse. Qui dit vie normale dit désir d'enfant. Le Turner représente, en 2004, sur une étude du GEDO, 12% des indications, c'est quand même pas négligeable. La littérature et notre expérience des dernières années nous montrent que la préparation endométriale ne pose pas de problème particulier chez les Turneriennes, contrairement à ce qui a été raconté et écrit au départ, c'est pas vrai. Les taux de grossesse dans cette indication sont aussi bons que dans les autres indications de don d'ovocytes, là aussi, contrairement à ce qu'on a pu raconter, de l'ordre de 30 à 40%. Les taux de fausses couches ne sont pas accrus, c'est pas vrai. Et puis 98% de césariennes environ dans l'ensemble de la population. Pourquoi ? Mais parce qu'elles ont, la plupart du temps, des fœtus trop gros pour leur bassin, c'est-à-dire une disproportion fœtopelvienne. Alors, les grossesses en don d'ovocytes, je rapporte ici le travail de l'équipe de Gine, de Baudry et ses collègues. Il s'agit d'une étude rétrospective de 2001 à 2004. 21 patientes sont concernées, avec 33 dons et transferts d'embryons frais, 2 embryons en moyenne. Vous voyez que les taux de grossesse sont très bons,
57% de grossesse, 40% de grossesse clinique, un taux d'implantation de 22%, un taux de grossesse évolutive de 30%. Ce qui est un peu moins bon, ce qui a été souligné dans ce papier, c'est que nous avons 50% d'accouchements prématurés, plus de 50% de retard de croissance et une hypertension artérielle pendant la grossesse dans plus de 50% des cas. Donc, comme le soulignent les auteurs, on est très contents, mais restons vigilants, ce sont des grossesses à risque. Et déjà là, on nous dit privilégier le transfert d'un embryon unique dans cette population. Notre petite série strasbourgeoise est modeste. 30 patientes ont fait une demande. Il s'agit de 10% des indications. À partir de 2003-2004, notre connaissance, nous avons fait des progrès dans notre connaissance de la patiente turnerienne et on a demandé un bilan cardiaque avec ECG, échographie avant d'autoriser la prise en charge. À partir de février 2007, on a complété tout ça en ayant lu les guidelines du Turner Syndrome Study Group. 8 grossesses, ce qui nous donne du 44% par transfert. Vous allez me dire, c'est des tout petits chiffres, bien sûr. 66% par patient, 3 fausses couches, 1 grossesse encore en cours, 4 accouchements, dont 3 césariennes. Donc, on devrait être content de notre petite expérience, et c'est là que les choses commencent à se compliquer, puisque nous avons une grossesse d'évolution simple, une compliquée d'hypertension, une compliquée d'hypertension et de cytolyse hépatique, et la troisième compliquée d'hypertension et de cholestase, et là, bien sûr, l'accident arrive, notre patiente décède 7 jours après sa césarienne, dans un tableau dramatique de dissection de la crosse aortique. Il y avait une dilatation de son bulbe aortique qui a été mal appréciée pendant la grossesse. Donc, où est le problème de ces patientes? On était si heureux de leur pouvoir faire mener une vie normale, de leur permettre d'avoir des enfants. Le problème réside justement dans la fréquence des malformations. 30% nous dit la littérature pour les malformations cardiovasculaires. Coarctation de l'aorte, bicuspidie de la valve, qui renforce le risque, anévrisme, dysplasie généralisée, hypertension dans plus de 50% des cas. Et cette fréquence semblerait même, dans les papiers les plus récents, plus élevée, au fur et à mesure que la pertinence des échographistes et le degré de connaissance des échographistes augmente. Les malformations urinaires compliquent le tableau, en particulier pendant la grossesse. Les malformations ophtalmo-ORL, évidemment, ne vont pas conduire à un problème mortel, mais sont vraisemblablement responsables de ce qu'on pensait dans le temps, une diminution du quotient intellectuel. Quand on entend mal ou qu'on voit mal, on passe vite pour quelqu'un d'imbécile. Les malformations squelettiques concernent les extrémités, le bassin. Donc, la fréquence de ces complications c'est là que réside notre problème. Ces complications sont liées aux malformations, c'est le gros problème cardiovasculaire, plus accessoirement la surdité. Il y a aussi d'autres problèmes non directement malformatifs, l'hypothyroïdie, des désordres endocriniens, des désordres hépatiques, une obésité plus fréquente, les complications cardiovasculaires classiques, puisque ces femmes, même en dehors de la grossesse, feront des complications vers 50-60 ans, infarctus du myocarde, dissection aortique, l'ostéoporose, les maladies inflammatoires, la scoliose. Qui dit complications va dire complications gravidiques, c'est tout à fait logique. Les plus sévères et celles qui sont potentiellement mortelles, on l'a vu, sont cardiovasculaires, l'hypertension, la dilatation, la dissection aortique, les ruptures d'anévrisme, et la littérature tout confondue parle globalement de 2% de décès, ce qui augmente ce risque de 100 fois par rapport à la population non turnerienne. L'obésité est un facteur favorisant, l'hypertension, toute cardiopathie, la bicuspidie, mais il semblerait que des accidents puissent survenir sans facteur préexistant, à supposer évidemment que ce facteur préexistant ait été correctement dépisté par un échographiste compétent.
Le syndrome de Turner est un facteur de risque en lui-même parce qu'il existe dans cette pathologie des anomalies du collagène, comme on pourrait le voir dans le syndrome de Marfan. Alors là, je vais passer très très vite pour laisser ce travail-là à Hélène qui va nous parler des recommandations, simplement pour dire que les recommandations que nous avons pour le moment ne sont pas suffisantes et c'est bien pour cela que nous travaillons à en rédiger d'autres. Grâce à l'aide du Collège national et de l'Agence de la biomédecine, un groupe de travail s'est mis en place. Car les questions que nous nous posons, c'est est-ce qu'il faut arrêter de pratiquer du don d'ovocytes comme nous l'avons fait, traumatisés que nous sommes à Strasbourg, dans le Turner, bien sûr. Comment informer les femmes actuellement qui viennent nous voir en consultation? Comment les laisser choisir? Madame, vous avez 2% de mourir, mais est-ce que vous voulez quand même faire du don d'ovocytes? Il est évident que pour le moment, c'est un choix impossible. Il va falloir présenter ça autrement. Faut-il favoriser l'adoption? Où en est la grossesse pour autrui? Est-ce que nos experts cardiologues vont pouvoir nous aider à dégager un bilan exhaustif qui nous permettra d'avoir une valeur prédictive positive et négative suffisante? Comment optimiser le suivi pendant la grossesse? Et comment gérer les patientes qui ont une mosaïque? Quels sont leurs risques par rapport au Turner vrai? Donc on va essayer de répondre à tout cela au fur et à mesure de nos réunions.